Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion débat sur la place de la méthanisation dans la transition énergétique des Pays de Loire. Cette réunion a été initiée donc par notre association Virage Énergie Climat Pays de Loire et nous allons commencer par la présentation de notre position. En effet, cette forme d'énergie est sujette à débat et donc il nous a semblé important de préciser la place que devrait tenir le biogaz dans dans cette transition régionale. Alors, déjà un petit rappel sur les différentes formes de valorisation énergétique de la biomasse, puisque la méthanisation n'en est qu'un des aspects. On distingue grosso modo en fonction des intrants, enfin du gisement en question, soit la voie sèche, soit la voie humide. Donc la voie humide, c'est donc essentiellement fermentation, l'extraction d'huile végétale pour donner des biocarburants. Et il y a également dans la voie humide la méthanisation qui produit du biogaz. Ce biogaz pouvant être raffiné, épuré en biométhane. Et le biogaz ou biométhane peut être un biocarburant également, et également être consommé en tant que vecteur énergétique pour produire de la chaleur, de l'électricité ou les deux en même temps. Dans la voie sèche, bon, ce qui concerne plutôt les dérivés ligneux, donc le bois, ce genre de choses. On a donc la combustion qui est bien sûr la plus courante, enfin le bois bûche par exemple, hein, qui donne de la chaleur et parfois de l'électricité. Et une filière qui prend de l'ampleur en ce moment, c'est la pyrogazéification qui produit du gaz de synthèse. Et là aussi, on peut l'utiliser, le raffiner pour faire du biocarburant ou bien produire de l'électricité, de la chaleur. Alors, la méthanisation dans la production d'énergie renouvelable des Pays de Loire est encore relativement modeste, 1,7 TWh en 2021, d'après Basemis. Ça représente quand même 11% de la production d'énergie renouvelable. Donc, et cette part augmente, puisque, comme on peut le voir sur ce schéma, la production de méthanisation était quasiment inexistante en 2008-2009 et depuis bah, ça a beaucoup cru et ça a permis donc d'atteindre les chiffres qu'on vient de citer. Mais il est certain que c'est encore assez faible par rapport à aux biocarburants et au bois énergie qui sont quand même finalement quasiment la moitié, qui représente encore quasiment la moitié de la production d'énergie renouvelable dans les Pays de Loire. Euh, Ça représente à peu près 151 unités qui produisent du biogaz sur l'ensemble de la région, avec une majorité de petites unités à la ferme. Donc, c'est des unités de méthanisation avec un portage majoritairement agricole et à plus de 50% d'intrants agricoles et qui est implanté sur une exploitation. Après, on a les collectifs agricoles où donc là, il y a au minimum trois structures agricoles, gouvernance agricole et implantées sur un site dédié. Euh, Ensuite, les unités centralisées, donc avec participation des acteurs du territoire, ou valorisant des déchets non agricoles du territoire. Et après, donc là, c'est des unités, enfin, en nombre beaucoup plus restreint, des unités industrielles, donc adossées à des industries, par exemple, agroalimentaires, et des collectivités, des unités liées à des collectivités, essentiellement pour le traitement de boues de stations d'épuration ou d'ordures ménagères ou ce genre de choses, et des ISDND, donc des installations de stockage de déchets non dangereux avec du gaz de décharge. Mais on voit que donc, il y a une large majorité d'exploitations de type agricole. Alors, dans notre scénario que nous avons publié en 2021,
donc qui prévoyait la transition énergétique de la région sur la période 2020-2050. Nous avions fait une étude plus particulière sur la production de biogaz avec un aspect historique jusqu'en 2020-2021 et avec des projections. Et on avait comparé nos prévisions par rapport à ce qui était prévu par d'autres organismes. Alors, sur ce schéma, vous voyez ici le potentiel maximal qui avait été calculé par une étude de l'ADEME pour l'horizon 2050. Donc, c'est le potentiel maximal avec exploitation assez intensive de tous les gisements d'intrants possibles dans les méthaniseurs. Alors, on était à 12 TWh à peu près. Le SRADET, donc le schéma régional de développement durable d'équilibre des territoires des Pays de Loire, était un peu plus inférieur à ce potentiel maximal, mais atteignait quand même, on prévoyait quand même 10 TWh à l'horizon 2050. C'était au niveau d'autres prévisions, le SRB par exemple, donc le schéma régional de biomasse, prévoyait environ 3 TWh à l'horizon 2030. Donc nous, ici vous avez les prévisions de notre association. On prévoyait effectivement une croissance assez importante de la méthanisation jusqu'en 2050 et on pensait atteindre un peu plus de 7 TWh en 2050. Donc c'est une estimation assez prudente par rapport au potentiel maximal de l'ADEME et à ce qui était prévu par le SRADET. Enfin, la même prudence a joué pour nous sur l'exploitation du bois énergie. On estime qu'il faut manier avec prudence l'exploitation de la biomasse. C'est absolument indispensable pour boucler le mix énergétique 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050, mais il faut quand même tenir compte de pression et d'intérêt, je dirais, de concurrence des usages sur ce type de ressources. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur la méthanisation dans notre scénario régional? C'est que, grosso modo, nous sommes un peu, on pourrait dire, une déclinaison régionale du scénario négawatt, qui lui aussi prévoit une forte augmentation du biogaz, de la production de biogaz dans le mix. Ici, vous avez donc des projections en 2020, on est grosso modo à 16 TWh à peu près. 2050, Négawatt prévoit plus de 130 TWh. Donc une grosse progression. Alors progression qui est essentiellement liée au développement de cultures intermédiaires, donc les fameuses CIV, cultures intermédiaires à vocation énergétique, et également à l'introduction d'herbes de fauche, des prairies permanentes euh, dans les méthaniseurs. Ça, c'est lié à une particularité du scénario négawatt, qui est en fait basé, enfin pour la partie agricole, qui est basée sur le scénario de l'association Solagro, AFTER 2050, qui prévoit une baisse tendancielle des cheptels, en particulier bovins. Donc une diminution de la consommation de viande d'une façon générale, et donc une diminution des cheptels animaux. Ce qui pose le problème de la conservation des prairies permanentes. Ces prairies permanentes doivent être absolument conservées,
pour, d'une part, nourrir le bétail qui resterait, parce que il y a quand même, enfin, il y a une baisse du cheptel, mais on garde tout de même un élevage quand même assez conséquent. Et donc la nourriture du bétail, et aussi donc la production d'herbes pour qui, en tant que matière, intrant des méthaniseurs. Par ailleurs, donc, il y a les résidus de culture qui jouent également un grand rôle, et les déjections d'élevage qui continuent à être, malgré la baisse du cheptel, on organiserait mieux la collecte, et donc finalement, il y aurait quand même une augmentation des déjections d'élevage qui seraient utilisées par les méthaniseurs. Et par ailleurs, il y a également les biodéchets qui sont encore importants, mais bon, qui sont relativement constants. Ce qui est donc très important, c'est les cultures intermédiaires et l'herbe de fauche. Alors pourquoi doit-on conserver une assez forte production de gaz via enfin de gaz vert? Euh, dans le scénario des gigawatts, c'est que on considère qu'il est important d'avoir du gaz pour satisfaire des besoins de mobilité, en particulier la mobilité de poids lourds. Vous voyez ici, ce sont des projections de négawatts pour la répartition des motorisations de voitures en 2050. Donc là, il y a effectivement une prédominance de l'électricité, mais il y a un peu de GNV, donc issu du biogaz. Euh, voilà. Par contre, pour les poids lourds, c'est quasiment enfin, le négawatt prévoit quasiment trois quarts de motorisation à base de GNV et un peu enfin, de hydrogène, mais dans des proportions tout à fait raisonnables, et puis un peu d'électrification. Ceci, c'est un peu lié à des problèmes de limitation de ressources, en particulier pour les métaux, le lithium, enfin qui sont très importantes pour la motorisation électrique des véhicules. Donc, on considère que si on pousse un peu trop loin l'électrification, on va avoir des problèmes de ressources, donc en particulier pour le lithium et éventuellement d'autres métaux qui sont employés pour les batteries des voitures. Voilà. Donc, importance de maintenir une production de gaz d'origine renouvelable. Alors, c'est bien beau, mais il y a quand même beaucoup de critiques qui sont adressées à la méthanisation. On va les passer en revue. On ne va pas répondre à tous les critères qui sont listés ici, mais nous essaierons d'y répondre pour les critères qui nous paraissent, enfin, qui nous semblent les plus importants pour nous en tant qu'association Virage Énergie Climat, donc spécialisée, si j'ose dire, sur les problèmes d'énergie. Donc, le bilan carbone GES n'est pas bon. Il y a des impacts sur la qualité agronomique des sols. Le bilan énergétique est médiocre. Donc ça, c'est, je dirais, les assertions des opposants ou des critiques par rapport à la méthanisation. Il y a des accidents de production avec des risques sanitaires. Ça peut entraîner des épisodes de pollution de l'eau et de l'air. Le bilan économique est incertain. Il y a des concurrences d'usage pour les terres agricoles. Et la méthanisation coûte de l'argent public et elle n'incite pas à la réduction des déchets et elle pérennise les modèles d'élevage intensif. Bon, alors on ne va pas répondre, comme je disais, à tous ces critiques dans la présentation, mais on va prendre l'exemple du bilan carbone. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est un extrait d'une étude d'analyse du cycle de vie du biométhane issu de ressources agricoles qui a été menée par l'INRAE en 2020 et qui a cherché à quantifier l'impact
enfin sur des indicateurs de climat-énergie, enfin climat et plutôt gaz à effet de serre, en fonction de scénarios, donc culture et ou élevage avec méthanisation, par rapport à des scénarios équivalents mais sans méthanisation. Donc, par exemple, dans le scénario élevage sans méthanisation, on va stocker et épandre les déjections d'élevage comme on le fait actuellement, sans méthanisation. Et par ailleurs, le méthane qui aurait été produit si on avait méthanisé, on va considérer que c'est du méthane d'origine fossile qu'on va brûler. Donc, on va prendre en compte ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est cette comparaison par rapport au scénario de référence, aussi bien dans le scénario culture que dans le scénario élevage. Et donc, on voit les résultats de cette comparaison. Pour le scénario culture, eh bien, il y a beaucoup moins d'émissions de CO2 fossiles par rapport à la situation de référence. Peu d'impact sur le méthane, ce qui est assez logique dans la mesure où c'est plutôt l'élevage qui est concerné par le méthane, et enfin, un impact positif sur les émissions d'azote. Sur l'élevage, on voit donc enfin, également moins de CO2 fossile et un impact également sur l'émission totale de CH4, enfin de méthane, qui est donc enfin, le méthane, rappelons-le, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Donc, il y a donc vraiment un impact plutôt positif, d'après cette étude, sur le bilan gaz à effet de serre pour la méthanisation. Alors, il y aura d'autres aspects à prendre en compte. Si l'on prend, euh, si on compare avec le bois énergie, on considère que il peut y avoir un temps de retour. Enfin, il y a eu absorption du CO2 par la biomasse et le fait qu'on va l'exploiter sous forme de gaz ou bien sous forme de combustion, on va relarguer du CO2. Mais on considère que pour la méthanisation en particulier, comme c'est un cycle de vie assez court entre la production de biomasse et son exploitation en tant que matière à méthaniser, eh bien le bilan CO2 est neutre. Donc, voilà. Euh, pour la concurrence d'usage, un autre exemple hein, pour la concurrence d'usage des terres agricoles. Euh, D'une part, les surfaces qui sont exploitées en culture intermédiaire, bah, normalement, n'en viennent pas en concurrence avec les surfaces des cultures alimentaires, puisque ce sont des cultures intermédiaires, intercalaires entre les deux. Et par ailleurs, il y a une barrière, enfin, un taux butoir de culture dédiée qui là, effectivement, on parle de maïs, enfin, ce genre de choses qui pourraient être donc cultivées pour alimenter les méthanisateurs. Il y a une limite de 15% pour ces cultures dédiées, enfin imposées par la réglementation. Voilà. Donc, pour le bilan global carbone, donc il y a un impact positif de la méthanisation, puisque d'après d'autres chiffres hein, qu'on a, le bilan carbone de méthanisation, c'est alors il y a des chiffres qui diffèrent, 23 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure dans certaines études. D'autres études indiquent plutôt 44, mais c'est grosso modo à peu près enfin, le même niveau, un peu plus, un peu supérieur aux autres renouvelables, donc comme l'éolien ou le photovoltaïque. Et par contre, c'est 5 à 6 à 10 fois moins émetteur que le gaz naturel.
Donc le bilan est quand même. En ce qui concerne le rendement énergétique également, il y a des campagnes d'évaluation qui sont effectuées par l'ADEME depuis 2010 sur des installations existantes. Et l'efficience énergétique qui a été relevée, donc le rapport entre l'énergie récupérée et l'énergie consommée, est de l'ordre de 6 pour les installations euh, où on fait de l'injection du gaz dans le réseau. C'est nettement moins bon, ça tombe à 2 lorsque la méthanisation sert à la production d'électricité, après, donc combustion du gaz, du biogaz. Par contre, si c'est la cogénération, enfin, si on utilise la chaleur dégagée par la combustion en même temps que la production d'électricité, là, le rendement est meilleur. Et par ailleurs, bah, on a évolué la consommation d'énergie liée au transport des intrants et l'épandage des digestats entre 1 à 5% de l'énergie produite. Donc, c'est pas, comment dire, ça ne modifie pas sensiblement les résultats finaux. Un autre aspect, c'est l'impact sur la vie des sols, l'impact de l'épandage des digestats sur la vie des sols. Alors là, je dirais qu'il y a des programmes de recherche métabiosol dirigés par l'INRAE qui sont en cours et les premiers résultats viennent à peine de sortir. Donc là, il y a vraiment des études dont il faut attendre les résultats pour être. Enfin, les résultats actuellement sont. Il y a peu d'études qui ont été faites jusqu'à présent et les résultats sont très contradictoires. Ça ne va pas dans un sens ou clairement dans un sens ou dans. Donc attendre les résultats du programme Métabiosol. Et enfin, question qui est souvent posée, hein, la méthanisation, est-ce qu'elle favorise les élevages intensifs, en particulier bah, les fermes des 1000 vaches, enfin ce qu'on appelle les fermes des 1000 vaches, donc c'est des élevages laitiers intensifs avec zéro pâturage, avec donc alimentation enfin, à base de maïs, de soja essentiellement. Euh, donc là, bah, je dirais, est-ce que donc il était assez pouvait paraître logique de greffer sur ce genre d'unité intensive des méthaniseurs, enfin un méthaniseur qui exploiterait les déjections de ce genre d'élevage. Euh, Le problème, c'est que, en fait, ça c'est assez incompatible avec le modèle qui est proposé par After 2050 de Solagro, parce que c'est incompatible avec le pâturage, donc avec la préservation des prairies. Donc on a dit que nous, il faut absolument préserver les prairies en tant que réservoir stockage de carbone. Et utilisation, concurrence finalement alimentaire euh, au- enfin, pour les animaux, pour nourrir les animaux au détriment de la production humaine, si j'ose dire. Donc, c'est un modèle qu'on réprouve totalement. Et par ailleurs, donc, la méthanisation, dans ce cas, c'est plus, je dirais, un essai de greenwashing que quelque chose qui est lié directement à ce genre de modèle. Le choix du zéro pâturage, c'est fait en amont du choix de la méthanisation. C'est ce qui structure en fait la décision. Et quand on compare les chiffres d'affaires qui sont générés par la production principale qui est bien le lait, par rapport à ce qui est, ce qui est produit par la vente de biogaz, je dirais que la vente de biogaz, c'est pas négligeable, certes, mais c'est largement inférieur au chiffre d'affaires laitier. Là où vous avez un exemple pour une ferme de 400 vaches, donc un chiffre d'affaires d'1 400 000 pour lié à la production de lait et donc un chiffre d'affaires de 150 000 euros lié à la production d'énergie de biogaz à partir de cette production laitière. Alors, après avoir un peu
essaie de faire l'avocat du diable, là, enfin, en présentant toutes les critiques adressées à la méthanisation. Il faut quand même bien reconnaître que la méthanisation a quand même présente des grands atouts. Euh, la production locale d'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui nous paraît important, d'avoir des productions relativement décentralisées, locales, de territoire. Euh, certes, il y aura sans doute un développement de centrales, par exemple, de parcs éoliens offshore enfin, de taille industrielle, ou bien même de centrales photovoltaïques au sol de taille industrielle également. Mais il est important d'avoir du photovoltaïque diffus, de l'éolien terrestre un peu disséminé, et également la méthanisation avec des unités de taille raisonnable qui donc vont produire localement de l'énergie directement disponible. On a vu par ailleurs que l'utilisation de biométhane dans les transports pouvait être très intéressante pour réduire en particulier la pression sur les ressources liées à l'électrification des véhicules. La méthanisation permet de valoriser des biodéchets, donc tout ce qui a trait aux industries agroalimentaires et ce genre de choses. Eh bien, la méthanisation est une voie de valorisation tout à fait intéressante. Comparé aux techniques actuelles de gestion des déchets et des effluents d'élevage, la méthanisation a donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un bilan gaz à effet de serre qui est positif. Et enfin, l'utilisation du digestat euh, peut être quand même, enfin, le digestat peut être utilisé comme un substitut aux engrais de synthèse, en particulier pour les apports d'azote. Bon, pour les apports de matière organique, là, il y a un peu plus de discussion, mais dans l'ensemble, on a pu observer sur pas mal d'unités enfin agricoles, enfin de fermes, qui recouraient à l'épandage de digestat, une diminution des apports d'engrais de synthèse, d'utilisation d'engrais de synthèse. Alors, est-ce qu'il y a un problème de taille? Bon, tout le monde était au courant du projet de Corquay sur Logne, donc un projet XXL avec 500 000 tonnes d'intrants par an. Donc c'était vraiment énorme. Donc là, je dirais que le préfet a mis le holà manifestement, donc le projet ne se fera pas. On est bien content parce que bon, c'était un projet parfaitement démesuré et qui enfin, posait beaucoup de problèmes de gouvernance et également beaucoup de problèmes enfin, de risques quand même liés à la taille et à l'importance du trafic routier, par exemple, et à proximité pardon, de bassins versants et le lac de Grandlieu assez proche et ce genre de choses. Dans ce schéma fourni par Solagro, on voit un peu une typologie des différentes installations en fonction, d'une part, de la proportion de substrats d'origine agricole, donc par rapport aux biodéchets, et en fonction de la taille. Donc là, on est par exemple dans la micro-méthanisation agricole, ensuite on passe à méthanisation agricole individuelle et collective, et la méthanisation territoriale qui est en général de taille supérieure. Euh, donc, euh, donc là, je dirais qu'au niveau de la taille, nous on estime que jusqu'à, je dirais, 20 à 30 000 tonnes d'intrants par an, on se situe dans des projets qui peuvent être raisonnablement gérés. Il n'est pas évident d'ailleurs que dans les méthanisations, les micro-méthanisations, la méthanisation à la ferme, enfin, il peut y avoir des problèmes de gestion, hein. C'est quand même une technologie qu'il faut maîtriser. Et quand on est dans un collectif, avec l'appui de collectivités ou ce genre de choses,
eh bien, il est parfois possible d'avoir une gestion beaucoup plus stricte de l'exploitation et de réduire plus les nuisances que dans les petites unités. Donc, la taille, c'est un facteur important, mais on a une préférence pour, je dirais, les unités de taille intermédiaire et surtout avec une gestion territoriale. Et cette gestion vertueuse de la méthanisation, on le trouve assez bien explicité dans la charte d'énergie partagée, qui est donc un organisme qui va euh, prendre part à examiner, juger des projets de méthanisation et qui a établi en fait une charte avec un ensemble de critères pour juger si ce projet est vertueux ou non. Alors, il y a des critères de gouvernance suivis dans le temps du fonctionnement. Donc, c'est très important d'avoir une sorte de comité de suivi qui permet, qui associe les riverains, et disons, les décideurs locaux de façon à avoir une concertation permanente et un suivi du fonctionnement de l'entreprise. Association apporteurs d'intrants, donc essentiellement les agriculteurs et puis donc les repreneurs. Euh, des critères agronomiques, hein, là, c'est donc l'exclusion d'élevage industriel et intensif et l'absence de dégradation de l'autonomie alimentaire des élevages. C'est-à-dire que l'alimentation des méthaniseurs ne doit pas se faire aux dépens soit de la fourniture d'aliments pour le bétail, soit de production pour l'alimentation humaine. Compatibilité avec l'agriculture biologique, exclusion des apports en culture alimentaire, donc ça c'est important, enfin c'est la question qu'on a déjà dit. Bonne gestion des cives, et en particulier pour les cives, c'est ne pas recourir à des intrants de synthèse, enfin des pesticides, etc. Ce qui euh, enfin, pour favoriser la production de cives, il ne faut pas non plus tomber dans une intensification qui irait à l'encontre de nos principes. Et baisse effective, il faut absolument constater à l'usage une baisse effective de l'usage d'engrais de synthèse lié donc à l'utilisation du GESTA. Pour la gestion du digesta, il faut avoir matériel, un plan d'ébrantage adapté, un approvisionnement en matière locale et avec suivi de la qualité. On passe à des critères environnementaux, contrôle régulier des installations, prise en compte et prévention des nuisances, gestion du stockage des digestats et de l'épuration du biogaz. Le stockage des digestats, c'est un point important puisque euh, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir pas mal de fuites de méthane. Il faut donc veiller à un stockage tout à fait adéquat. De même pour l'épandage du digestat, il faut avoir donc ce qu'on disait avant là, il faut avoir un matériel adapté de façon à minimiser les fuites en particulier d'azote. Enfin, des critères d'efficacité énergétique, un taux de valorisation pour la cogénération supérieur à 55%, un ratio biométhane sur bioGNV supérieur à 85%, une bonne utilisation de la chaleur cogénérée. Donc, tous ces critères permettent d'évaluer la pertinence d'un projet de méthanisation. Et pour conclure cette présentation, il y a justement un exemple de projet qui coche à peu près toutes les cases de cette charte énergie partagée. C'est le biogaz des Marches de Bretagne. C'est un projet territorial avec une communauté de communes qui concerne également donc 14 exploitations, 22 000 tonnes d'entrants, enfin, avec plutôt une majorité d'effluents d'élevage, une production de 11 gigawattheures de gaz en injection à réseau,
pour un investissement de 11 millions d'euros avec un label énergie partagée. Investissement citoyen, ça c'est intéressant. Et au miracle, pas de recours ni de critique lors de l'enquête publique. Voilà. Donc c'est un exemple comme quoi c'est possible d'avoir un projet de méthanisation vertueux. Je vous remercie.